Bien, bonsoir. Donc, bienvenue pour cette table ronde sur les 10 ans de la LRU et les questions de financement de manière assez prospective. Pour cette table ronde, je vais être entouré de Pierre Soudan, délégué général de la Fondation Jean Monnet de l'Université de Saint-Étienne, Antoine Battistelli, qui est à côté de moi, de la Fondation Mines ParisTech, et Jean-Michel Blanquer, le directeur général de l'ESSEC, qui arrive. Ne vous inquiétez pas. Il m'a prévenu tout à l'heure qu'il arrivait. De toute façon, il était convenu, j'avais une petite commande de l'Association française des fundraisers pour vous faire une petite présentation du bilan de 10 ans de loi LRU, mais aussi et peut-être d'en profiter pour vous présenter les grandes propositions de 5 candidats aux élections présidentielles en matière d'enseignement supérieur. Vous aurez loisir, parce que c'était assez difficile de recueillir leurs réflexions, pour certains en tout cas. Vous découvrirez jeudi dans AEF un comparateur détaillé de leur programme. Donc je vais un peu détailler ça. Je pense que Jean-Michel Blanquer, comme un des spécialistes de l'enseignement supérieur et de la recherche, au-delà de ses fonctions de directeur général de l'ESSEC, pourra revenir sur ces aspects prospectifs. Alors, je ne vais pas vous faire évidemment un cours, j'espère, assommant sur la loi LRU, qui est déjà ce qui est déjà assez compliqué comme ça. Je voudrais simplement dire, au bout de 10 ans de loi LRU, et n'oublions pas, 4 ans de loi Furaso, parce qu'il y a eu un petit intermède en 2013, avec quelques conséquences, que le paysage de l'ESR en France a considérablement changé. On pourrait d'ailleurs ergoter sur le fait, est-ce que c'est lié à la LRU ou est-ce que c'est lié à la dynamique des acteurs? C'est un débat récurrent dans le système français. J'ai donné quelques exemples dans mon slide sur des fusions, pas seulement dans les universités, dans les écoles, que ce soit les business schools ou les écoles d'ingénieurs. On a un paysage, si quelqu'un réapparaissait 10 ans après, il ne reconnaîtrait plus certains sites ou certaines écoles. Ça, c'est clair qu'il y a eu un changement considérable, et j'ai dû en oublier, évidemment, mais le but du propos est de montrer l'ampleur. Rien que Strasbourg, Aix-Marseille, Bordeaux, qui atteignent des tailles assez importantes en termes d'intensité scientifique, de nombre d'étudiants, ce qui a été fait à Schema, à Kedge ou à Centrale Supélec, sur le plateau de Saclay, sont des choses quand même assez exceptionnelles, et on prend peu le temps, tout compte fait, tellement absorbé par ce qui paraît d'une complexité inouïe. On prend peu le temps de voir avec le recul qu'il y a quand même des choses qui se sont faites. C'est pas les acteurs râlent beaucoup sur la complexité, mais des choses se sont faites. Par contre, il reste aujourd'hui, 10 ans après la loi LRU, un vrai problème qui est peut-être d'ailleurs le révélateur des maux du système, c'est l'Île-de-France. Je ne parle pas simplement de Saclay, mais je parle de la situation dans Paris intramuros, dans les universités qu'on appelle à la périphérie. On a vraiment une situation difficile. On l'a vu au niveau de la fusion des universités Paris 7, Paris Descartes et Paris 3. Et on vient de le voir hier avec l'annonce que l'ENA, l'École nationale d'administration, rejoignait la nouvelle université, ou future université, je ne sais pas comment on doit dire, Paris Sciences Lettres, plutôt que ce qui était attendu naturellement, un lien avec l'ESCP, Europe, et Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc on a des rebondissements quasiment tous les jours sur des réorganisations. Puis le troisième point, moi, qui me paraît important, parce que je crois que ça fait consensus, et c'est ça le paradoxe, y compris chez les concepteurs des communes, cet objet, dont je ne rappellerai même pas la déclinaison de l'acronyme, sont vraiment aujourd'hui sur la sellette. Un de ses concepteurs, Jean-Richard Sitterman, le confiait publiquement, mais en privé allait beaucoup plus loin, tout compte fait, en faisant le constat qu'il s'était quand même un peu trompé sur la façon d'appréhender la convergence, les regroupements, etc. Donc c'est pour ça que je dis les communes sur la sellette. Pour tous ceux qui sont sur un site, quel que soit leur établissement, que ce soit une école qui n'est pas dans une commune, etc., tout le monde voit bien
que c'est quelque chose aujourd'hui qui est un blocage. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les labellisations IDEX, ICIT, du programme des investissements d'avenir, sont basées justement sur des regroupements qui ne sont pas vraiment les communes, qui sont des universités fusionnées ou des alliances d'établissements. Jean-Michel Blanquer, d'ailleurs, pourrait en parler sur ce qui se fait à Cergy-Pontoise, qui est assez innovant, mais ce qui se fait à Nantes, où l'école centrale de Nantes, dans le projet, va reprendre l'ensemble du secteur scientifique et technologique de l'Université de Nantes, ce qui est quelque chose d'assez en rupture, assez innovant, mais qui ne se fait pas dans une commune. Donc on s'aperçoit que toutes les choses qui bougent en ce moment se font à la marge et à la périphérie des communes. Il y a évidemment quelques questions en suspens quand on fête cet anniversaire avant les présidentielles. Bon, on a eu une inflation du millefeuille. Je ne veux pas faire la liste absolument incroyable des structures qui ont été créées. Alors ça date même de 2006, avant la loi LRU, mais là, les dernières, c'est les écoles universitaires de recherche. Alors on nous dit que ce n'est pas des structures, hein, mais c'est jamais des structures. Hein. Mais je me mets à la place d'un étranger qui vient en France, il doit se demander. Les sociétés universitaires de recherche, pour vous donner une anecdote, quand ça a été annoncé dans le programme des investissements d'avenir, j'ai posé la question à quelqu'un de très haut placé, 400 millions d'euros quand même. Hein. Et on m'a dit, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais on met ça parce qu'il faut sécuriser 400 millions d'euros. Donc on sécurise 400 millions d'euros et on dit on va appeler ça pour des sociétés universitaires de recherche et on ne sait pas trop à quoi ça sert. Je pourrais multiplier les exemples, mais 10 ans après, et là, quels que soient les gouvernements, parce que je crois que Valérie Pécresse en conviendrait volontiers, personne n'a su juguler le millefeuille de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors vous pourrez me dire, c'est pas que dans le secteur de l'ESR, dans l'État français, mais enfin, puisqu'on s'intéresse à l'enseignement supérieur et à la recherche en France, autant regarder. Et puis, on a depuis des années des débats qui ne sont pas tranchés explicitement. Faut-il obligatoirement des grands ensembles? Est-ce qu'il y a la taille critique? C'est vraiment d'avoir 150 000 étudiants. Est-ce que c'est ça qui rend compétitif? C'est un débat qui existe, par exemple, entre Philippe Jamet, l'ancien président de la conférence des grandes écoles, le patron de Mines Télécom, et Jean-Yves Mérindol, l'ancien président de Sorbonne Paris-Cité, où il y a des approches vraiment très différentes sur ce qu'est la taille critique, mais on a effectivement des mastodontes en cours de constitution sur certains sites. Certains fonctionneront peut-être, je crois qu'on peut avoir quelques interrogations sur d'autres, mais je crois que la meilleure des questions, tout compte fait, c'est faut-il laisser les acteurs s'organiser librement? Et c'est le constat, en fait, plus général dans l'État français, qui est un État très centralisé, en tout cas dans l'enseignement supérieur et la recherche, et ça impacte même les écoles, les business schools, hein, et même les écoles qui ne sont pas dépendantes des CCI ou qui s'en émancipent. Il y a des freins et des contraintes qui sont assez exceptionnels. Autre débat qui n'est toujours pas tranché, c'est faut-il accepter la différenciation? Le fameux débat français sur l'égalité. Est-ce qu'un diplôme dans tel endroit doit valoir obligatoirement un diplôme dans tel autre endroit? C'est des débats qui sont toujours prégnants, qui sont peut-être tranchés par les étudiants, mais pas par les acteurs institutionnels. En tout cas, ça paraît une certitude. La sélection, vous pourrez remarquer que, bien sûr, elle ne pose pas de problème dans certains secteurs. D'ailleurs, l'enseignement privé, entre guillemets l'enseignement privé, a eu une croissance beaucoup plus forte que les universités depuis des années en termes d'effectifs, alors que par nature l'enseignement privé a une vocation à être sélective, mais on s'aperçoit que c'est la première fois ces 2 dernières années que les présidents d'université ont porté officiellement un projet de sélection. Et ils commencent à le dire pour le master, ils l'ont porté, ils ont en partie gagné, je dis bien en partie, et ils commencent à porter un discours sur la sélection en première année. Et ça, c'est une révolution culturelle absolue dans le secteur universitaire. Je parle des présidents d'université, je ne parle pas de la communauté universitaire au sens large. Et ça commence à dégager des zones de consensus entre les différents systèmes qui coexistent dans l'enseignement supérieur français.
Les écoles, petites, grandes, privées, semi-publiques, publiques, parce que vous avez les écoles d'ingénieurs qui sont pour une très grande part publiques, et les universités. Alors qu'on commence à avoir vraiment des convergences et des appréciations communes. Alors, les questions en suspens, c'est que, bien évidemment, dans les tiroirs dorment chez beaucoup de parlementaires, on verra s'ils sont réélus, dans le ministère, dans l'administration, des évolutions réglementaires ou législatives. Bon, tout le monde est d'accord pour dire, mais ça, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, qu'il ne faudra absolument pas faire de nouvelles lois, quel que soit le nouveau gouvernement. Et vous allez voir la présentation pour les candidats, ce qu'ils en disent. Mais en tout cas, il y a des évolutions réglementaires ou législatives qui sont prévues, et notamment, bon, je donnais l'exemple de Nantes parce qu'il me paraît assez révélateur. On pourrait prendre l'exemple de Paris Sciences Lettres, qui regroupe pas mal d'écoles, avec l'Université Paris-Dauphine, le HESS, l'ENA, bientôt, avec des statuts très différents. C'est la possibilité, dans l'arsenal juridique français, de faire coexister des établissements publics scientifiques, ESCP, je vous passe les détails, dans un ESCP. L'œuf dans l'œuf, quoi. Voilà, ça c'est le génie français. C'est l'exemple de Nantes, où l'école centrale pourrait, je parle au conditionnel parce que c'est un projet, avoir un statut d'autonomie au sein de l'université de Nantes qui rayonnerait sur le site de Nantes. Je crois qu'il y a des réflexions dans beaucoup de sites. Je crois qu'à Lyon, Pierre Soudan, à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, est un peu au courant. Il y a des réflexions sur l'intégration, sur des gouvernances nouvelles, etc. En tout cas, il y aura des évolutions réglementaires et législatives qui se feront après les élections. Ça, c'est une certitude. C'est obligatoire. La situation ne peut plus durer dans les conditions juridiques actuelles. Alors, la commande qui m'a été faite, c'était quand même de parler des financements, parce que j'ai affaire à un public qui est intéressé aux questions de financement. Alors, je voulais rappeler quand même quelques éléments, les derniers chiffres. C'est pas pour porter des jugements. Je voulais rappeler que la moyenne de dépenses par étudiant en France est de 11 560 €, mais surtout qu'elle est en stagnation et même en régression. Il y a eu une période où elle a cru, c'était plutôt assez positif. Sauf que le problème d'une dépense par étudiant, c'est que plus vous avez d'étudiants, plus il faut mettre d'argent au pot. Et il y a une démographie galopante qui profite d'ailleurs plus à l'enseignement privé aujourd'hui, il faut le rappeler. Ça peut interpeller. Mais du coup, la dépense moyenne par étudiant est en stagnation, voire diminue, et on verra dans les programmes des candidats. La part des dépenses privées, ce qu'on appelle les dépenses privées dans les comptes de l'OCDE, c'est les ménages et les entreprises, c'est la contribution, les frais d'inscription, la contribution des entreprises, etc., est toujours inférieure à la moyenne des pays de l'OCDE en France. Simplement, il faut noter que depuis quelques années, la part des ménages et des entreprises dans le financement de l'ESR en France progresse plus qu'ailleurs. En gros, on rattrape le retard par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE. Donc je voulais rappeler un peu ces chiffres. Il faut rappeler que la part de l'État reste ultra dominante dans le financement de l'ESR. Les collectivités, contrairement à ce qu'elles croient, financent assez peu l'enseignement supérieur et la recherche. Elles le financent utilement, sans doute, mais assez peu parce que la majeure partie des dépenses sont des dépenses de masse salariale. Alors voilà le rang de la France dans son PIB, le rapport à son PIB. Ben on est toujours moins bon que les États-Unis, la Corée du Sud et le Canada, et on est en dessous de la moyenne de l'OCDE. D'ailleurs, vous verrez, le vrai problème français n'est pas la recherche, mais l'enseignement supérieur, dans les chiffres. Les dépenses de recherche et de développement, on est derrière l'Allemagne, devant la Russie et le Royaume-Uni. C'est pas 13%, c'est 13e place. On est à la 13e place. On est certes au-dessus de la moyenne de l'Union européenne, mais enfin, je vous rappelle que dans l'Union européenne, il y a la Roumanie, il y a la Slovaquie, il y a des pays qu'on peut qualifier d'émergents sur ces questions-là. Mais on est en dessous de la moyenne de l'OCDE, c'est-à-dire les pays, les États-Unis, la Corée du Sud, etc. Intéressant à noter les dépenses R&D des entreprises, parce que ça peut avoir un impact, et je salue Jean-Michel Blanquer qui nous rejoint.
Ça, je l'annonce, je le présente et il va pouvoir monter tranquillement à la tribune pendant ma présentation. Bon, ces dépenses R&D sont aussi alimentées par des commandes publiques, il faut le noter. Hein, il y a beaucoup de commandes publiques. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est un aspect extrêmement important, notamment avec les dépenses militaires. Pour mémoire, le crédit d'impôt recherche de 5,6 milliards d'euros n'est pas comptabilisé dans ces dépenses car c'est un avantage fiscal. Je resalue Jean-Michel Blanquer, merci de nous rejoindre. Alors je vais présenter maintenant les programmes, les ébauches de programmes des candidats, parce que je dois dire qu'au niveau d'AEF, on a eu beaucoup de mal. On s'est concentré sur François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On n'a pas été au-delà. On a scanné cinq candidats. Mais je dois vous dire qu'on sent que ce n'est pas une priorité pour la plupart. Ce n'est pas vrai pour tous. Certains ont vraiment réfléchi sur ces questions. Certains ont produit des textes. Enfin, globalement, ce n'est pas un niveau de réflexion très abouti. Alors, j'ai mis en titre à chaque candidat un peu ce que je retenais moi. Hein, donc, c'est tout à fait subjectif. Hein, ce n'est pas François Fillon qui met au centre la diversification des financements comme leitmotiv. C'est moi qui résume ce qui me paraît important dans ce que dit François Fillon, qui s'est exprimé à plusieurs reprises quand même sur l'enseignement supérieur. Il avait commencé à le faire dans une rencontre d'AEF, justement, avec l'Institut Montaigne et Terra Nova, où il avait fait un discours plutôt... moi, j'avais trouvé plutôt pas mal. Donc, on va revaloriser les salaires des maîtres de conférences débutants. Il y a quand même ça dans ces propositions. Je rappelle que François Fillon propose de supprimer beaucoup de postes de fonctionnaires. Hein. Donc, voilà, il y a la proposition de revaloriser les salaires des maîtres de conférences. Une relance de l'Agence nationale de la recherche pour aussi mettre sous tension, sous forme de projet, les financements. Et il met beaucoup l'accent sur le soutien du secteur privé. Et donc, vous voyez qu'il cite Toulouse, la fondation de TSE, Toulouse School of Economics, comme un exemple à suivre. Et pour avoir discuté avec son entourage, qui suit ces questions-là, que ce soit Patrick Gérard, Patrick Hetzel, qui sont des gens qui connaissent bien ces questions-là, la question de la diversification des financements leur paraît essentielle. Ils misent beaucoup sur les entreprises. Excusez-moi, je parle peut-être trop près, je vais le baisser. Ils misent beaucoup sur les entreprises et sur le soutien privé, sur les ressources propres aussi, de type formation continue. Alors, un des choix aussi de l'augmentation des ressources des universités, alors là je pense qu'ils pensaient fortement à Bordeaux, c'est la valorisation du patrimoine, parce que l'université de Bordeaux a un patrimoine qui effectivement peut se valoriser, et des droits d'inscription pour les étrangers non communautaires, pour un peu changer ce qui est dans l'air du temps depuis un moment, mais qui n'a toujours pas été tranché. Et sur les droits d'inscription, il propose donc des droits à 500 € en licence. Enfin, ils sont à 184, je crois. Je me souviens jamais si c'est 182 ou 184 aujourd'hui. Et des droits libres à partir du master, fixés par les établissements en fonction d'une fourchette fixée par l'État pour ne pas dériver comme aux États-Unis. Voilà les propositions de financement de François Fillon. Donc une part de ressources propres, évidemment, à la mesure des établissements, à leurs mains, va-t-on dire. Benoît Hamon. Alors curieusement, je le dis sans polémique, on est en discussion avec eux. Ils ont un programme très peu élaboré. Il a fallu que nous grattions pour avoir des éléments. Au-delà de 1 milliard d'euros par an, on a très peu de détails. Voilà, on a très peu de détails, simplement c'est dans la continuité de ce qui a été fait sur les communes, sur le crédit d'impôt recherche, une évaluation, mais c'est ce qu'a dit Thierry Mandon, par exemple. Là aussi, une volonté de revaloriser la carrière des enseignants-chercheurs et une allocation pour tous les étudiants de 600 € dès 2017. Voilà, ça c'est l'aspect dépenses. Marine Le Pen, j'ai mis sélection au mérite parce que c'est vraiment l'axe de son programme. Par contre, j'ai mis quelque chose qui peut vous concerner en termes de financement, si Marine Le Pen était majoritaire.
Elle veut supprimer les schémas régionaux de l'enseignement supérieur créés par la loi Fioraso et recentraliser. Ça veut dire que la relation au financement des collectivités locales changerait du tout au tout. À partir du moment où vous supprimez ces schémas, j'imagine la réaction des régions. Et elle propose l'abrogation de la loi LRU sur une partie qui est l'autonomie de la masse salariale. Son programme, c'est vraiment défense des classes préparatoires aux grandes écoles. Ça revient très souvent. Les classes préparatoires, les classes préparatoires. Emmanuel Macron est un peu dans la logique de François Fillon. C'est pour ça que j'ai mis diversification des financements. N'y voyez pas une surinterprétation de ma part, mais dans les programmes, c'est ce qu'on retrouve, avec beaucoup d'assouplissements proposés, capacité d'emprunt, etc., soutien sur la formation continue des universités, et surtout logique d'appel à projet sur la performance, financement à la performance. Et vous voyez, il y a un gros chapitre, je ne l'ai pas développé, sur les partenariats entre les entreprises et la recherche publique pour développer l'entrepreneuriat. Bon, Jean-Luc Mélenchon, c'est assez simple. Je dois dire d'ailleurs, c'est le programme le plus détaillé. Alors, je ne vais pas vous le détailler parce qu'il est vraiment ultra détaillé. Il passe en revue tous les secteurs et vous avez doublement du budget de l'ESR, dissoudre les communes, supprimer en gros à terme les grandes écoles. Là, vous avez un programme, tout compte fait, connaissant le programme général de Jean-Luc Mélenchon, assez cohérent avec ce qu'il a dit, supprimer, recruter au moins 5000 personnels, voilà, pas de prime au mérite et à l'excellence, abolition du crédit d'impôt recherche, suppression de l'ANR, etc., etc. Voilà. Vous pourrez venir approfondir ces questions avec les représentants des candidats, qui sont Jean-Louis Boturel, le représentant de Jean-Luc Mélenchon, Thierry Coulon, qui représente Emmanuel Macron, qui est le président de PSL, Sandrine Doucet, députée de Gironde, qui représente Benoît Hamon, Patrick Hetzel, qui représente François Fillon, et Gilles Le Breton, député européen, qui représente Marine Le Pen, le 16 mars, 11h30, au Salon de l'enseignement supérieur et de la recherche d'AEF, puisqu'ils viendront répondre à nos questions sur les questions de regroupement et d'attractivité. Alors, on va poser des questions sur les étrangers, évidemment, sur l'attractivité, à ces représentants. Pour l'anecdote, Jean-Louis Boturel est un pseudonyme. Chez Mélenchon, ils ne veulent pas dévoiler qui travaille pour eux. Ils considèrent qu'ils craignent dans l'enseignement supérieur, je le dis pour vous, faites attention, la répression. Donc, ils ne donnent pas leur nom. Donc moi, je croyais que c'était un vrai nom, j'ai cherché, et non, ils nous ont bien dit que c'était un faux nom. C'est pour mettre un peu de fun, mais par contre, ils ont sérieusement travaillé, je peux vous dire. Si tous les candidats avaient travaillé comme eux, ça serait assez intéressant. Donc voilà un peu la présentation que je voulais faire, le tableau sur les candidats. Ce qu'on doit retenir, c'est quand même que ce n'est pas une priorité dans le débat politique actuel, l'enseignement supérieur et la recherche. On n'est pas aux États-Unis où les débats se passent sur les campus, etc. C'est vraiment pas une priorité. Alors, j'introduisais ça pour avoir un débat sur, du point de vue des intervenants qui sont à notre table ronde, ce qui a changé aussi depuis 10 ans. On ne va pas vous demander les articles de la LRU, les amendements possibles, etc. Mais globalement, ce qui a changé dans le paysage. Donc, je vais d'abord me tourner vers Pierre Soudan à l'université Jean Monnet, qui est en plus une université qui est aujourd'hui dans un regroupement à Lyon, dans une dynamique de site, négatif, positif, je n'ai pas à en juger. Mais par contre, ce qui est clair en discutant avec vous, c'était l'importance qu'a pris l'ancrage territorial. L'ancrage territorial pour une université ou dans une ville qui a connu une crise énorme il y a quelques années, qui n'en est pas encore complètement sortie, parce que ça a été long et complexe. Donc je voudrais que vous reveniez sur ces aspects d'une fondation créée par l'université, qui n'est pas évidemment au niveau d'une fondation comme HEC ou l'ESSEC, ce que fait l'ESSEC, mais qui, à sa mesure, apporte un plus sur le territoire et a pu mesurer aussi les évolutions des acteurs. Pierre Soudan. Bien. Alors, l'ancrage territorial, je dirais, c'est très important. Ça fait partie de la stratégie de l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. C'est d'abord l'université Jean Monnet, c'est 20 000 étudiants, une trentaine de structures de recherche, 5 campus, dont un à Rouen. C'est la seule université du département de la Loire. Et puis vous avez sur Saint-Étienne une cinquantaine d'entreprises qui sont leaders mondiaux de leur domaine. Donc il y a de très belles entreprises.
Alors partant de là, moi ça fait 2 ans que je suis délégué général de cette fondation universitaire, hein. On se rend compte que les entreprises de la région connaissent peu ou ont envie de connaître l'université. C'est 140 formations, c'est 47 formations en alternance, et les dirigeants sont très, très friands des alternants, de tout ce qui est apprentissage, hein. Formation continue également. Et notre fondation, en fait, elle se place un peu, si vous voulez, comme une passerelle entre le monde économique et le monde académique. Donc, l'objectif, c'est de collecter des fonds, bien sûr, mais également d'allier à la fois le besoin en compétences des entreprises du territoire et les formations des étudiants. Et sur les 10 dernières années, il y a 5 ou 6 belles formations qui ont été fabriquées à partir de demandes spécifiques d'entreprises de la région, que ce soit le groupe Casino, le Crédit Agricole, le groupe HEF, etc. Donc des formations qui ont été créées par l'université pour répondre à un besoin de compétences du territoire. Bon. Ça, c'est pour vous montrer le lien étroit qu'il y a entre l'université et les entreprises de la région. Donc l'ancrage territorial, c'est très important. Alors là, vous avez parlé de projets d'élargissement. Effectivement, le site de Lyon-Saint-Étienne a été labellisé il y a une dizaine de jours IDEX. Bon, c'est un succès qui était attendu. Il y a effectivement beaucoup d'interactions entre les universités et les grandes écoles, hein, de Lyon et de Saint-Étienne. Tout ça, ça va dans un sens, dans une démarche je dirais, mise en commun de certains moyens pour dégager des synergies et des économies. Alors on se rend compte que, et notre fondation, si vous voulez, est un exemple typique de l'université a des missions. Il y a une mission qui a été rajoutée il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être moins de 10 ans, c'est l'insertion professionnelle, par exemple. Et pour une université, c'est important de pouvoir dire à ses étudiants, aux étudiants qui réfléchissent sur leur avenir, venez chez nous, il y a tout ce qu'il faut pour vous préparer à l'insertion professionnelle. Alors, un des objectifs de la Fondation, c'est justement d'organiser des forums avec des recruteurs d'entreprises. On en organise 2 par an, on les finance totalement. Job dating, matinale de l'alternance, etc. Et puis, alors bien sûr, ça, les entreprises viennent gratuitement. Et plus ça va, plus on en a. On arrive à avoir maintenant 63 ou 64 entreprises qui viennent pour nos forums. Ça fait partie, je dirais, de ce lien qui est important. Et pour revenir un petit peu sur le chiffre de la Fondation, on travaille actuellement avec 15 entreprises partenaires mécènes. Il y a 2 organismes qui sont le CHU de Saint-Étienne, puisqu'on a une faculté de médecine aussi, et la Chambre de commerce, qui sont partenaires de la Fondation. Et on élargit tous les ans de 3 à 4 partenaires de plus que l'on démarche, hein, et qui viennent parce qu'ils y trouvent leur intérêt, hein, de participer à ces forums, de recruter des étudiants pour les stages, pour les embauches, etc. Puis on travaille aussi sur l'intelligence économique, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, hein. Non, mais ce qu'on retient, c'est que c'est une passerelle, hein. La fondation à Saint-Étienne, la conception, c'est une passerelle entre l'université et globalement les milieux économiques. Ce que l'université, tout compte fait, sait faire, elle le fait à travers une fondation aujourd'hui, qui lui apporte sans doute plus de souplesse. Alors sur la fondation Mines ParisTech, moi ce qui m'a frappé en discutant avec vous, Antoine Battistelli, avant ce débat, c'est ce que vous me disiez du changement chez les entreprises, notamment les petites sur le mécénat ou les ETI, qui sont très demandeuses. Moi j'étais un peu surpris justement, parce qu'on raisonne toujours entreprise en France, hein, quand on dit entreprise, c'est les grosses entreprises, le CAC 40. Mais le tissu économique a changé. Et bon, c'est intéressant d'avoir votre regard sur ces évolutions, et on en discutait avant, pas sur les articles de la et les rues, rassurez-vous. Volontiers. Je voudrais juste, je vais répondre à votre question, juste dire que l'école Mines ParisTech fait aussi partie de la commu PSL. Et voilà. Alors, sur Paris, si vous voulez, il y a beaucoup de grandes écoles, beaucoup de communes, beaucoup d'universités, et donc aussi beaucoup d'entreprises. Donc, je dirais, il y a à la fois un vivier important qu'il faut savoir solliciter, mais aussi, je dirais, aussi beaucoup peut-être pas mal de concurrence, mais c'est une saine concurrence. Dans le cas de
la Fondation Mines ParisTech, on s'est rendu compte qu'on avait intérêt à garder nos clients traditionnels, qui sont sans doute peut-être certaines grandes entreprises, notamment du secteur de l'énergie ou du secteur des transports, je cite celle-là, mais il peut y en avoir d'autres, et qu'il fallait aller un peu au-delà. Et c'est ce que je vous ai dit quand on en avait parlé. Aller au-delà, c'est aller chercher des entreprises de taille plus petite, taille moyenne ou voire un peu plus petite, qui avaient envie finalement de nouer des partenariats, soit un peu longs à travers des chaires d'enseignement et de recherche, soit plus courts sur des opérations plus ciblées. Et il y a là un vivier qui est peut-être plus difficile à contacter parce qu'il est un peu plus diversifié, enfin un peu plus multipoint, mais qui est content de travailler avec nous et avec lequel on peut faire des bonnes choses. Est-ce qu'il y a une perception dans ces entreprises des regroupements, de ce qui est en train de se passer dans l'enseignement supérieur? Est-ce que ça a des conséquences pour vous? Il peut y avoir, par exemple, je pense à une entreprise qui est dans le domaine, des mesures électriques ou des choses comme ça, qui quelquefois a envie un rayonnement à l'étranger, notamment en Chine, et qui cherche à avoir accès à des étudiants. Et elle est contente d'avoir un partenariat avec nous par rapport à ça, si vous voulez. Donc on peut être un moyen de développement ou de contact à tout coup, oui, oui. Et est-ce que les besoins des entreprises ont changé? Parce qu'on parle des étudiants, on parle de la recherche, mais est-ce que ces besoins ont évolué? Est-ce que le crédit d'impôt recherche, par exemple, a eu un effet pour vous? Alors, pour une fondation, le crédit d'impôt recherche, c'est un peu le chose complément. Alors, l'attitude d'entreprise, pour elle, il y a différents moyens fiscaux. Hein. Il y a le crédit d'impôt recherche, il y a les chaires ANR, il y a les cherches via les fondations ou les opérations plus petites et bilatérales. Pour elle, il y a un peu un panier un peu plein, une panoplie. Le mécénat pur. Et le mécénat pur. Pour les entreprises, elles sont quelquefois, si on leur propose des choses ciblées, elles sont contentes de participer. Enfin, si c'est ça votre question, il faut aller chercher ces ciblages, mais on peut y trouver des bonnes opérations. D'accord. Alors Jean-Michel Blanquer, dans l'intitulé de la table ronde, il y a la question sur le nouveau modèle économique de l'enseignement supérieur. On a tout de suite envie de vous demander... 10 ans après, l'ESSEC s'associe à l'université de Cergy et d'autres écoles sur le site de Cergy, ce qui aurait été impensable. Ce n'était pas lié simplement à la personnalité de votre prédécesseur, mais ça paraissait impensable. Est-ce qu'il y a un ressort économique dans cette stratégie pour obtenir des financements? Bon, là, vous avez été labellisé ici. Vous allez avoir lundi, vous allez connaître un peu les financements qui vont vous être attribués. Mais est-ce que c'est ça qui pousse aujourd'hui le nouveau modèle économique à des alliances nouvelles? Disons que ça marche. Oui. Tous les facteurs sont imbriqués. On n'a pas fait ce projet pour des raisons économiques, si c'est ça la question. En revanche, que les facteurs économiques fassent partie de l'écosystème que l'on a créé, oui, bien sûr, puisque aujourd'hui, on ne peut pas dissocier le développement académique du développement économique et social du territoire. Donc, c'est peut-être important pour tout le monde de resituer ce qui s'est passé, puisque on est arrivé en tête, d'ailleurs, du jury ici la semaine dernière. Donc, c'est pour nous une très bonne nouvelle. Et si on a été en tête, c'est probablement parce qu'on a fait un projet extrêmement innovant qui a pour ambition d'être à la pointe de ce que peut être une transformation de l'enseignement supérieur et de la recherche dans notre pays. Donc ça n'est pas une mince ambition. Et cette ambition est nourrie par l'idée qu'on peut associer intelligemment le privé et le public. Donc quand vous dites qu'on est associé, c'est bien au sens juridique du terme, c'est-à-dire que nous sommes associés non pas à l'université de Cergy, mais à la future université que nous sommes en train de créer ensemble, et c'est là qu'est l'innovation. Donc en deux mots, le point de départ du raisonnement, c'est de jouer le jeu du territoire. Donc là, je souligne ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire que la logique territoriale paraît décisive. Je pense qu'aucune institution ne doit se considérer comme une bulle dans un territoire. Et nous, l'ESSEC, nous étions une sorte d'archétype, puisque nous sommes une grande école avec une projection mondiale, et que sur un territoire à 30 km de Paris, on aurait pu imaginer qu'on ait une stratégie d'ignorer superbement ce qui se passe autour de nous, en privilégiant le fait que nous avons un campus à Singapour, un campus au Maroc maintenant, et qu'on a une réputation internationale. En réalité, nous avons pensé qu'il fallait évidemment être local et global. Nous avons pensé que notre territoire était plein d'un potentiel considérable.
Quand on dit Cergy-Pontoise, je ne sais pas dans la salle qui est déjà allé à Cergy-Pontoise. Voilà, Quel succès. c'est significatif, c'est la moitié de la salle. Lorsqu'on dit Cergy-Pontoise, on a des images de banlieues qui viennent à l'esprit, de villes nouvelles, avec ce que ça a comme connotation positive et moins positive. Là, à mes yeux, Cergy-Pontoise, c'est d'abord tout autour un patrimoine naturel et culturel absolument fabuleux. C'est la tombe de Van Gogh, le château de Saint-Louis, le monastère du XIIIe siècle, le plus grand lac d'Île-de-France, l'Oise, des forêts, des champs. Tout ce qu'il y avait il y a 40 ans pour faire un campus, pour dire simple, un campus à l'américaine, magnifique, où il fait bon vivre et où on peut étudier. C'est pas exactement ce qui a été fait. C'est pas exactement le choix qui a été fait. Ce n'est pas exactement ce qui a été fait, et ça nous renvoie à l'urbanisme à la française, à toute une série de choses, de quelques petites erreurs des dernières décennies que parfois on paye un peu aujourd'hui. Et ce que nous avons entrepris, c'est donc ces deux projets à la fois, c'est-à-dire le projet ICIT en tant que tel, qui est un projet académique, qui crée une université de recherche sélective de niveau master et doctorat, en prenant les points d'excellence que nous avons sur le territoire, donc l'excellence à l'université de Cergy, qui existe par exemple en mathématiques, en économie, dans différents domaines, l'excellence qui existe dans les écoles d'ingénieurs de notre territoire, dont deux d'entre elles vont fusionner dans le nouvel ICIT, et d'autres éléments sur lesquels on est en train de travailler. Une excellence en recherche qui va être évidemment amplifiée par les moyens que l'ICIT nous donne, environ 8 millions d'euros par an, et je n'ai pas de raison de penser que lundi, on ait des nouvelles différentes. Je note. Et sur cette base-là, avoir tout simplement une université, ce qu'on appelle à l'échelle internationale, une université de recherche, c'est-à-dire le niveau master et doctorat et de la sélection. Et donc, par rapport au sous-entendu de votre question tout à l'heure, de pourquoi le prince se marie avec une bergère, si je veux le résumer, eh bien, c'est parce que la bergère est une princesse. En réalité, c'est une question de révélation de la chose à elle-même. Et donc, on a travaillé beaucoup à cela. C'est pourquoi aujourd'hui, on a un résultat assez original. Bien entendu, il y aura aussi un premier cycle universitaire, mais distinct, où là aussi, on va mettre beaucoup d'énergie pour arriver à quelque chose qui fasse réussir tout le monde, ce qui n'est pas toujours le cas aussi dans notre système universitaire. Et sur ces bases-là, et pour être au cœur du sujet d'aujourd'hui, on a évidemment eu une attractivité pour les entreprises. On l'a fait en s'inspirant beaucoup d'exemples internationaux, en faisant beaucoup de comparaisons internationales, en ayant à l'esprit que depuis 10 ans, énormément de choses ont changé dans le paysage universitaire international. Si on prend, je peux prendre plusieurs exemples, un qui est souvent cité, c'est l'École polytechnique de Lausanne. N'oublions pas qu'en 15 ans, la Suisse a réussi à être un acteur mondial académique qu'elle n'était pas il y a 15 ans. Et que si vous regardez ce qui se passe à Lausanne, c'est une interpénétration de la vie académique et de la vie économique, avec des start-up, avec des entreprises qui s'installent près de l'entité universitaire. Donc au XXIe siècle, un territoire peut réellement se développer s'il est porté par le moteur académique. C'est ce que nous avons pris en compte avec ce projet. Et avec la dimension d'excellence en recherche, comme je vous le disais, qui va porter non pas sur tous les sujets, mais sur deux grandes catégories. Le management avec l'ESSEC, les sciences de la modélisation qui regroupent les disciplines qui ont un niveau d'excellence dont j'ai parlé. Et puis un projet foncier, un projet territorial pour tenir compte de ces lacs, de cette rivière dont je parlais. Et c'est ce qui nous a permis, il y a 15 jours, de lancer un appel à projet aux universités britanniques pour s'installer sur ce campus qui devrait aboutir à ce que, début 2018, on ait déjà des premières décisions d'implantation à côté de nous. Donc on a l'ambition réellement de créer un hub dans le hub, un hub de hub dans le hub. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le hub, c'est la région Île-de-France, qui est une région monde, comme on dit parfois. Il y a peu de régions dans le monde en fait qui peuvent dire cela. Rappelons que Paris est soit premier, soit deuxième dans les classements d'attractivité en termes de villes académiques dans le monde. Nous comptons évidemment nous inscrire là-dedans. Et pourquoi un hub de hub ? Puisque c'est parce que nous avons des campus aussi dans le reste du monde et que de ce point de vue-là, qui eux-mêmes sont des hubs dans leur région, Singapour en Asie du Sud-Est, et que donc nous voulons connecter ces éléments entre eux. Et ceci, bien sûr, intéresse les entreprises
parce qu'elles ont intérêt à entrer dans ce Justement, jeu. une question. Le prince et la princesse, parce qu'il y a la même chose à Lyon, on peut dire dans PSL, ça va être la séparation de biens sur la levée de fonds ou la communauté réduite aux acquets. Enfin, comment le prince et la princesse vont-ils gérer leur nouveau foyer? En fait, quand vous vous mariez, vous ne faites pas des clés de répartition, ou alors c'est mal parti. Là, vous avez surtout, vous commencez à faire des choses en commun. Et donc, c'est ce qu'on a décidé en termes de recherche. Et en clair, ça signifie qu'on a un institut d'études avancées en commun, et que c'est ça qui nous fait travailler en recherche. Et très souvent, on va procéder par appel à projet interne, nous permettant d'avoir à la fois des chercheurs de l'ESSEC. Est-ce que ça va changer? Ma question s'adresse d'ailleurs aux trois. Est-ce que les regroupements changent votre approche des levées de fonds, par exemple, de votre parce que pour l'ESSEC, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pourrais dire évidemment la même chose pour HEC. Il y a une histoire très forte, plus récente sur Saint-Étienne, plus ancienne sur Mines ParisTech. Ces regroupements, qu'est-ce que ça peut changer? L'identité des établissements, les financements fléchés, pas fléchés? Si, Allez-y. ça peut changer un petit peu, par exemple, dans le cas de Mines ParisTech et de PSL. Un certain nombre aussi de nos opérations nouvelles sont faites à la fois Mines ParisTech et PSL. Par exemple, on a créé un institut des hautes études en innovation et en entrepreneuriat qui concerne PSL, logé chez Mines ParisTech, mais c'est pour l'ensemble PSL. Par exemple, on a un certain nombre de chaires qui sont à plusieurs universités. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours existé. Dans le cas de la Fondation Mines ParisTech, en fait, nous, à peu près les 3/4 des fonds que nous récoltons proviennent d'entreprises. Et au niveau des entreprises, environ 80-90% pour des chaires, mais quelquefois, les opérations étant multi-écoles, elles ne sont pas toujours été logées chez nous. Et ici, Brigitte Roux de la Fondation ParisTech disait très bien que certaines chaires qui réunissaient plusieurs écoles se sont trouvées chez la Fondation ParisTech. Alors, au niveau des entreprises, en fait, elles ne veulent pas toujours privilégier telle ou telle école et elles sont contentes si on est dans un regroupement qui avance, enfin, qui fait ci ou qui fait ça. Et à ce moment-là, elles vont peut-être donner à plusieurs entreprises ou à des choses qui les regroupent. Effectivement, il faut être dans des... il faut montrer Il y a les logiques d'anciens, les alumni, et puis il y a les logiques d'entreprise. Les anciens, ça, c'est vraiment une identité par établissement, par école, par le niveau... Tout à fait. Alors, là, si on raisonne si on veut parler un petit peu de la façon dont les fondations, comme la mienne, lèvent ses fonds, à peu près les quarts de nos fonds viennent de particuliers, et essentiellement des anciens, mais pas que, parce que, je dirais, toute l'astuce, c'est aussi d'essayer de tenir des fonds auprès des gens qui ont un lien avec l'école. D'abord, ça peut être les parents d'élèves, par exemple. On se rend compte que c'est un public tout à fait réceptif, et après tout, ils peuvent très bien donner, et on les sollicite et ils répondent. Et puis, c'est peut-être des gens, des particuliers qui ont eu un contact avec l'école sans être à l'ancien et qui se mettent à donner. Mais le cœur des troupes, c'est vrai, c'est quand même les anciens. Et à ce niveau-là, ils considèrent qu'ils sont anciens d'une école et pas anciens d'une commune ou d'une université. Là, on a peut-être plus de chances que les universités, puis ça va être pareil pour l'ESSEC. Donc, pour résumer, les anciens élèves nourrissent la plus grande partie de la collecte auprès des particuliers, mais pas l'exclusivité. Et les entreprises, il faut leur présenter des bons projets qui sont ceux de l'école ou ceux de l'école dans son environnement. Voilà. Une question quand même sur le financement par les entreprises. Bon, on sait qu'il y a une grande différence entre le monde anglo-saxon dans les universités et le monde français. Dans le monde anglo-saxon, c'est les anciens qui financent essentiellement. Même si c'est des anciens dirigeants d'entreprise, c'est au titre de leur cagnotte personnelle. Il y a des financements d'entreprises en France, mais ça va être surtout dans l'avenir, sur la recherche. D'ailleurs, je montrais dans les chiffres de la R&D des entreprises. C'est la recherche, c'est des chaires, c'est ce type de financement, par exemple dans les projets de regroupement que vous pouvez partager avec l'université, avec les écoles du regroupement. C'est valable aussi à Jean Monnet, dans son environnement. Nous, on a commencé une réflexion, si vous voulez, mais il faut dire statutairement, une fondation universitaire, elle est fusionnelle avec l'université. C'est, je dirais, un super service relation entreprise. Et nos entreprises mécènes, alors ce ne sont pas les patrons qui financent sur leur cassette personnelle, c'est l'entreprise qui a une politique de mécénat. Et toutes ne l'ont pas, justement, et on leur apprend un peu ce que c'est, quelquefois.
on est obligé de leur apprendre parce qu'il y a des patrons qui ne connaissent pas ça encore. Je dirais qu'ils sont très attachés à l'université et aux échanges qu'ils ont, au partenariat. C'est une relation partenariale. Hein. Et si on leur dit maintenant la fondation Jean Monnet, elle est rattachée à la fondation de l'université de Lyon, je pense qu'ils ne nous suivront plus. Vous voyez ? Donc il faut être très prudent dans ce genre de regroupement parce que et l'université Jean Monnet, elle a besoin de l'argent des entreprises pour développer un certain nombre d'activités, pour augmenter son attractivité, etc. Vous voyez ? Donc là, c'est encore un peu chacun fait son marché. Et dans la Loire, je dirais, il n'y a pas de concurrence parce qu'on n'est pas en concurrence avec l'école des mines de Saint-Étienne, on n'est pas en concurrence avec d'autres écoles. Enfin, voilà. Jean-Michel Blanquer, sur les financements, il y a les contrats de recherche pour les entreprises. Il y a aussi un aspect du financement qui existe déjà à l'ESSEC, c'est les droits d'inscription, les frais d'inscription pour les étudiants. Le fait d'agrandir le périmètre d'excellence, est-ce que ça va être une source de financement différent aussi pour les étudiants qui viennent d'autres horizons? On discute toujours autour du bachelor, mais la question de l'université de Cergy et des écoles. Dans le nouveau modèle économique de votre projet, est-ce que ça c'est intégré? Oui, bien sûr. D'ailleurs, l'université que l'on va créer a vocation à être sélective, mais aussi à être sélective et même à être payante, et notamment à être payante. pour les extra-européens. Mais pour les extra-européens. Mais après, il y a tout un travail à faire. Vous avez évoqué l'alternance ou les changements qui auront inévitablement lieu en 2017. Donc, il faut bien voir ce qui va se passer sur ce terrain-là. Mais ce qui est évident, c'est que on doit avoir un modèle économique qui repose sur plusieurs piliers et pas sur un seul. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit habituellement. Donc c'est évidemment ce que nous faisons déjà à l'ESSEC, où il y a vraiment une grande diversité de financement. Et ce qu'il faudra faire dans le projet que l'on a à l'esprit avec François Germini de l'UCP. Où voyez-vous les marges de manœuvre, en fait, dans l'avenir? Je les vois de tous les côtés. C'est-à-dire, il y a d'une part le fait d'abord de prendre la mesure de la dimension internationale de ce que doit être une université de recherche. Donc, par définition, avoir des sources de financement internationales, que ce soit par le fait d'attirer des étudiants internationaux, ce que l'on fait déjà à l'ESSEC. Rappelons qu'il y avait 100 millions d'étudiants dans le monde en l'an 2000 et que c'est 200 millions aujourd'hui et que la courbe continue à monter et que donc de ce point de vue-là, il y a des étudiants du monde entier qui peuvent être intéressés par une excellence à la française. Et il y a des domaines où on est vraiment reconnu, comme ceux que nous sommes en train de développer. Donc c'est la première source, et c'est très simple. Je pense qu'il est sain que dans une institution d'enseignement supérieur, 50% au moins des revenus viennent de cela. Et donc c'est ce que vise notre modèle économique actuel. Maintenant, il y a évidemment la collaboration des entreprises, il y a l'apport de la Fondation. On a fait plus 30% l'année dernière. D'ailleurs, la déléguée responsable de ça est dans la salle. Donc ça, c'est auprès des individus, des alumni. Les alumni. Et puis ensuite, il y a évidemment la coopération avec les entreprises qui est multiforme et pour laquelle il faut être d'un très grand pragmatisme, c'est-à-dire voir comment faire des jeux gagnant-gagnant avec les entreprises. Donc c'est les chaires à l'ESSEC qui, elles aussi, s'accroissent encore cette année et qui ne nous empêchent pas de faire des chaires purement ESSEC et puis des chaires avec des partenaires et pas seulement d'ailleurs dans le cadre de la commu. Par exemple, on a créé une chaire avec Centrale il n'y a pas très longtemps en business analytics, donc surtout autour du sujet big data avec Accenture. Mais c'est un exemple parmi d'autres de choses qu'on est capable de faire à plusieurs. Vous évoquez les étudiants internationaux. Bon, on sait que nos amis britanniques sont profondément déstabilisés par les conséquences potentielles du Brexit et les mesures de restriction, puisque leur modèle économique est quand même fondé sur l'attraction d'étudiants du monde entier, notamment de l'ancien Commonwealth, avec des droits d'inscription afférents. Est-ce qu'il y a, et ce qui se passe aux États-Unis ne redéveloppons pas, mais est-ce qu'il n'y a pas un effet d'aubaine possible aujourd'hui pour les universités et écoles françaises en direction des étudiants internationaux? Si, bien sûr. Alors d'abord, il y a plusieurs choses qui arrivent en ce moment. D'abord, il y a le fait que la France ne doit pas faire de complexe d'infériorité dans la compétition mondiale. On est le 4e pays d'attractivité au monde sur le plan de l'enseignement supérieur aujourd'hui et le premier non anglophone. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Maintenant, il faut faire mieux, aussi bien en quantité qu'en qualité dans les temps à venir, par nos propres qualités, sans avoir besoin des problèmes des autres.
Ça, je crois que c'est déjà un premier point. Mais il se trouve que les autres ont des problèmes, et notamment, non seulement l'Angleterre, mais les États-Unis, puisqu'on va avoir un effet Trump qui commence à se voir, non seulement pour les étudiants, mais je le signale au passage, pour les chercheurs et les professeurs. Et là, alors là, je le mesure, j'ai mon thermomètre immédiat de ça, puisque je vois actuellement, en ce moment, je suis en train de recruter des professeurs. On reçoit des CV, on reçoit de gens qui partent des États-Unis, partent de l'Angleterre. Donc c'est quelque chose, c'est pas une bivisé, c'est pas une conjecture, c'est une réalité. Et donc dans ce contexte, bien entendu, qu'il faut avoir des stratégies attractives, soit de nature coopérative, c'est comme cela qu'on a lancé cet appel d'offres aux universités britanniques, puisqu'on peut faire des choses ensemble, soit de nature concurrentielle, et d'abord parce qu'on est capable d'avoir des cursus qui tiennent la route. Les écoles de management françaises, pas seulement les SEC, tirent de ce point de vue-là bien leur épingle du jeu dans le contexte actuel. Et puis aussi parce qu'on est parfois capable de faire des cursus en anglais, ce qui peut tout à fait être attractif pour certains publics qui ne sont pas francophones. Une question sur les financements des entreprises. Bon, un des secteurs, certains candidats d'ailleurs, y reviennent dans leur programme à destination de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'enjeu de la formation continue comme développement de ressources propres. On sait là encore que les écoles sont parfois plus en avance, pas toujours, hein, mais que les universités. Est-ce que ça aussi, c'est un Eldorado potentiel s'il y a une remise à plat de tout le système de formation continue en France ? Je ne sais pas si vous avez le retour des entreprises. Bon, on sait qu'il y a le groupe Casino qui a son siège à Saint-Étienne. Il y a les entreprises. Est-ce que c'est une demande qui commence à émerger ? Il y a une demande. Il y a un service universitaire de formation continue qui est en train de se développer. Bon, il fonctionne depuis 8-10 ans, je crois, mais là, il est vraiment en train de monter en puissance. Il y a toute une stratégie de développement pour justement faire entrer des recettes. Hein. Il est clair que l'université a besoin d'aller chercher des financements par tous les moyens. Donc la Fondation va chercher des dons par le mécénat. La formation continue, c'est aussi une rentrée, mais il y a une véritable demande. Il y a des entreprises qui ont des métiers qui évoluent. Je prends l'exemple d'une usine qui dit voilà, on va tout automatiser, il nous faut des formations sur l'automatisme. Et ils viennent voir à ce moment-là ce qu'on est capable de faire, soit c'est sur un catalogue, soit on leur fait une formation à la carte, mais il y a de réels besoins. Donc, ce contact avec l'entreprise, il est permanent. Il doit être Mais est-ce permanent. que les entreprises ont le réflexe enseignement supérieur ? Parce qu'on sait que le marché de la formation continue aujourd'hui est occupé par des multiples acteurs. Il y a eu suffisamment de rapports des grands groupes, de l'Inspection générale des finances et de la Cour des comptes là-dessus. Oui, elles en ont conscience. Alors, certains grands groupes ont leur propre université, leur propre campus. Mais ils sont quand même... Il n'y a pas que des grands groupes. Hein, il y a aussi des tas de PME qui cherchent des formations très spécifiques. Oui, est-ce que les entreprises ont le réflexe ? Oui, à l'école des mines, finalement, nos étudiants, c'est à la fois les élèves du cycle ingénieur civil, c'est aussi les mastériens, les doctorants, et puis un certain nombre de personnes qui sont là en formation continue. Alors, on a deux types. On a des formations continues un petit peu généralistes, comme par exemple, je pense à une qui s'appelle le management associatif. Mais on a aussi autre chose. Là, c'est peut-être du plus pointu, la demande de certaines entreprises. C'est elles considèrent que... elles voudraient que leur cadre supérieur soit bien formé dans tel ou tel domaine. Et c'est pas vraiment fait, donc elles nous incitent à faire un espèce de module d'enseignement un peu particulier. À la limite, ça peut être un support de chaire. Par exemple, j'ai un exemple en tête. Il se trouve que hier soir, on avait une réunion de la chaire qui s'appelle l'économie du gaz naturel, avec 3 partenaires qui sont 3 grands de l'énergie en France. Vous voyez à peu près à qui je pense. Je ne vais pas les citer, mais enfin, c'est facile à trouver. Et ils trouvaient que finalement, on enseignait beaucoup le pétrole, on enseignait peut-être le nucléaire, on enseignait les énergies renouvelables, mais on ne s'occupait pas vraiment de l'énergie gaz, et que c'était quand même chose d'important, etc. Et donc, en quelque sorte, on fait un espèce de module pour avoir un enseignement très pointu là-dedans. Donc, si vous voulez, là, c'est une petite partie de répondre à votre question, mais on peut avoir des entreprises qui ont un besoin et qui nous l'expriment, et on fait quelque chose de très spécialisé là-dessus, de pointu. Jean-Michel Blanquer, est-ce que la formation continue à l'ESSEC, évidemment, il y a aussi un historique. Est-ce que c'est un nouvel Eldorado, un peu comme les étudiants internationaux ? Parce qu'en France, on voit, il y a les étudiants internationaux, il y a la formation continue. Les ministres n'arrêtent d'ailleurs pas de le dire. Ils n'ont pas complètement tort philosophiquement, mais concrètement, on a l'impression que depuis
depuis 15 ans, les choses n'évoluent pas. Quand on regarde les masses financières sur la formation continue, il n'y a pas eu de mouvement significatif. On est dans un marché très éclaté. Oui, oui. Bon, d'abord, j'aime pas du tout le mot Eldorado parce qu'il est forcément fallacieux. Il y a beaucoup de distance entre l'éventuel Eldorado et la situation actuelle. Donc, chacun a vu le rapport Germinet récemment sur l'arrivée de la formation, enfin le potentiel de formation continue pour les entreprises. Pour moi, qui était d'abord professeur à l'université et actuellement à l'ESSEC, je vois les différences d'approche. Et donc je pense qu'effectivement l'université aurait à gagner progressivement à s'inspirer des approches qui ont été les nôtres dans les grandes écoles, pas seulement l'ESSEC, avec toujours la dimension internationale qui tire les choses vers le haut. C'est-à-dire c'est parce qu'on est capable de répondre à des appels d'offres internationaux, c'est parce qu'on se met dans les classements internationaux. L'ESSEC, notre formation continue est 15e mondiale selon le Financial Times, et on est 3 ou 4 acteurs français à être dans un bon rang sur ce type de tableau. Donc jouer le jeu international est forcément une manière d'être bon aussi à l'échelle locale. Et je pense que c'est une des pistes. Il faut être très professionnel. C'est un sujet sur lequel il ne faut pas seulement avoir du fond, qui est évidemment la condition de base, mais il faut aussi avoir une bonne forme. Donc autrement dit, avoir des services qui vont autour, et pas seulement un service commercial, mais un service donné aux entreprises. Donc c'est vraiment un savoir-faire qui doit s'élaborer. Je suis assez optimiste sur le fait que d'ici 5 à 10 ans, les universités françaises auront sans doute réussi de beaux progrès en la matière. Mais il ne faut surtout pas le voir comme un... Enfin, d'ailleurs, je n'utiliserai jamais le mot Eldorado pour aucun des facteurs économiques de l'université, mais c'est une combinaison de facteurs, et il ne faut pas espérer des croissances à 2 chiffres en formation continue dans le futur pour les universités. Mais par contre, un progrès sérieux, oui, ça c'est... Mais est-ce que, par exemple, dans votre projet avec l'Université de Cergy et les écoles, vous avez évoqué l'ancrage territorial? Il y a tout un tissu économique, d'ailleurs, qui s'étend jusqu'à Roissy, on va dire, hein, dans l'ère de Cergy, d'être la référence en matière de formation continue. Est-ce que ça fait partie de la stratégie, ou est-ce que ça reste une stratégie, pardonnez-moi, d'universitaire, la recherche et la formation initiale? Non, ça en fait J'ai partie. lu votre projet, mais... Non, alors il y a 2 choses. D'abord, on a notre formation... On procède par cercle concentrique. C'est aussi valable pour la réponse à vos autres questions. C'est-à-dire qu'il y a l'ESSEC reste l'ESSEC avec ses statuts, son autonomie. Et par ailleurs, nous créons ce projet ensemble. Donc l'ESSEC, la formation continue de l'ESSEC n'est pas à Cergy. D'ailleurs, elle est à la Défense. Avec beaucoup de clients dans le quartier de la Défense, mais aussi à une échelle internationale. Et puis, dans le cadre de Cergy, nous allons faire ce qu'on appelle les CATS dans notre dossier, c'est-à-dire des systèmes de transfert de technologie qui répondent bien à l'esprit ICIT, puisque l'esprit ICIT, c'est finalement 2 choses. Un, l'excellence, non pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines choisis, que j'indiquais tout à l'heure. Et deuxièmement, la capacité de faire du transfert de technologie, autrement dit, de faire du transfert de nos compétences académiques vers un impact économique et social. Et donc, à ce titre, on va avoir des projets de formation continue, non pas de façon étanche par rapport à nos objectifs d'excellence en recherche, mais au contraire de façon reliée. Et l'objectif est de faire bénéficier les entreprises, un petit peu comme dans les exemples qui ont été cités, d'éléments de pointe que nous pouvons développer dans différents domaines. Merci. Alors, il nous reste encore un peu de temps. Des questions dans la salle qu'on peut prendre avec un micro normalement qui est disponible. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ? Non ? Ah, voilà, un bras levé. Oui, bonjour. Catherine de Charette, fondation de l'Université de Nantes. Plus qu'une question, je voulais juste apporter une petite précision. Quand vous avez exprimé tout à l'heure, Monsieur Catin, l'école centrale n'absorbe pas toute la partie scientifique de l'Université de Nantes. Elle rejoint la faculté des sciences. Et il y a 20 autres facultés à l'université. Donc évidemment, je sais que c'est la partie visible dont on parle beaucoup. Mais on travaille aussi beaucoup avec le CHU de Nantes et avec l'INSERM. Donc c'était juste une petite précision que je souhaitais apporter. Et pour autant, on en reparlera. D'accord.
Ah bah, je veux bien, oui. Pour autant, le résultat et la victoire de l'ICIT, sur lequel nous sommes enchantés, évidemment, nous donne déjà des retours de nos partenaires économiques dans la semaine qui a suivi le résultat. D'accord, ça c'est... Alors, d'ailleurs, j'en profite sur la Bretagne, Pays de Loire, pour dire que le paysage où il y a une commune qui a son siège à Rennes, mais en fait, on a un axe Université de Bretagne occidentale, Université de Bretagne Sud, un axe Angers-Le Mans, Nantes, avec l'école centrale, avec les limites que vous formulez, et les universités de Rennes, qui sont les perdantes du dernier appel à projet, avec des écoles. Hein. Les universités, quand je dis université, c'est toujours avec des écoles qui vont essayer de se restructurer. Donc on a un paysage qui est en train de se modifier aussi considérablement sur cette région, et avec ce que vous indiquez sur les aspects économiques, les conséquences que ça peut avoir en termes de visibilité, de lisibilité et d'image, tout simplement, pour un monde socio-économique qui a quand même du mal, et pour être journaliste spécialisé dans l'enseignement supérieur, même moi j'ai du mal, donc je me mets à la place du patron de PME, de TI ou de TPE par rapport à ces systèmes. Le patron de PME sur un territoire comme le nôtre, et je pense que c'est vrai pour mes voisins, pour tous ceux, et notamment pour tous ceux qui viennent d'avoir un ICIT, quand il peut comprendre, peut capter d'emblée les choses les plus pratiques, les plus pragmatiques de ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire un effet d'entraînement en recherche ayant un impact sur à la fois la dynamique économique sur le territoire et sur la dynamique de recherche sur le territoire. C'est vrai que quand ça s'accompagne de projets physiques, d'incubateurs, de capacité à loger des entreprises ou des laboratoires d'entreprises, ça devient très, très, très concret. Et je pense que les acteurs non académiques, et donc les acteurs économiques, se fichent royalement de nos histoires de communes d'ici. Enfin ce qu'ils perçoivent, c'est qu'ils travaillent ensemble. C'est ça, c'est le fait de travailler ensemble. C'est de travailler ensemble. Et donc je pense que dans les derniers temps, des messages quand même très positifs sont partis du monde académique vers le monde non académique, qui sont, encore une fois, au-delà des aspects un peu usine à gaz de toutes ces choses sur lesquelles il ne faut finalement pas trop insister parce que ça n'intéresse personne. Le message, c'est le monde académique s'articule avec le monde économique et social et s'en donne les moyens. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment passé dans le supérieur à une logique bottom-up, où c'est les acteurs qui, tout compte fait, conçoivent leurs projets un peu indépendamment avec des guillemets, des pouvoirs publics. Il y a quand même, faut se souvenir que la première fusion d'importance à Strasbourg a été faite contre la volonté du ministère. Il faut quand même le rappeler. Le ministère était pour créer un press à l'époque, avec Mulhouse. Je pense que, sans parler trop longtemps, mais ce qui me paraît important de souligner, puisqu'on arrive à la fin, c'est que le paysage change énormément. Il change énormément à l'échelle internationale. J'ai parlé de la Suisse tout à l'heure, on peut parler de Singapour, on peut parler d'autres acteurs mondiaux qui, en 10 ans, 15 ans, 20 ans, sont capables d'émerger. Ça change très vite. Contrairement à d'autres domaines, le domaine de l'enseignement supérieur de la recherche change vite. Et c'est évidemment une très bonne nouvelle pour tout le monde. Il change vite du fait des révolutions numériques. Il change vite du fait de stratégies publiques très réussies. J'insiste sur public. C'est-à-dire que même les États réputés peu interventionnistes sur le plan économique, et les deux que j'ai cités appartiennent à cette catégorie, en réalité ont des stratégies publiques ultra volontaristes, avec aussi bien sur le plan des politiques publiques que sur le plan des moyens qu'ils y mettent. Donc, et donc ça se métamorphose sous nos yeux. Dans ce contexte, la France a un bilan très contrasté, on peut dire, avec des choses très positives qui bougent, et puis un certain nombre de pesanteurs. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que le paysage est immobile, et je pense que ce genre de table ronde permet de voir que, notamment dans la capacité à articuler le public et le privé, il y a des choses importantes qui sont en train de bouger. Merci. Alors, une dernière question. Merci. Oui, bonjour, Renaud de Mesmé, Almion Business School. Petite question sur ces rapprochements et ces changements d'identité et de structure. On sait que les alumni sont aussi quand même une force en présence en termes de décision. Aujourd'hui, en termes d'identité, d'accompagnement dans ces projets-là, comment vous les accompagnez? Comment vous gérez aussi cette force qui va souvent, parfois, être aussi, en premier lieu, poser des questions et parfois être un frein à ces rapprochements qui, parfois, gomment un petit peu la marque à laquelle ils sont très attachés et pour lesquels ils souhaitent parfois préserver, avant toute chose, cet attachement unique.
Ben, Antoine Battistelli y a en partie répondu déjà tout à l'heure. Enfin, il est revenu. Si je comprends votre question, c'est par rapport à les écoles qui fusionneraient. C'est ça ou... En fait, aujourd'hui, c'est ça la question. C'est-à-dire, soit on est sur des fusions, soit sur de la création de nouveaux projets. Aujourd'hui, comment les alumni sont intégrés, sont appliqués là-dedans. Personnellement, je viens, moi, avant, d'une autre école qui était l'ESC Saint-Étienne. Et c'était un cas de rachat, c'était un petit peu différent. Et encore, on ne parle pas de rachat, mais on sait que la notion, par exemple, de l'image et de la marque par rapport au rapprochement doit se faire de manière très, on va dire, très policée pour éviter effectivement des conflits sur le fait que l'un reprenne l'ascendant sur l'autre dans la construction ou autre, que les diplômés aient leur place, que le nom et la marque perdurent et persistent. Alors, au niveau des alumni, les alumni sont quand même très attachés à leur école d'origine, surtout si elle a une, s'il a une valeur forte. Je vais prendre 2 exemples. Les écoles d'ingénieurs regroupées sous ParisTech et les différents établissements participant à PSL. Au niveau de ParisTech, c'est la Fondation ParisTech qui est là, il n'y a pas, sauf erreur de ma part, la Fondation ParisTech ne fait pas d'appel aux dons aux alumni des différentes écoles, puisque pratiquement toutes avaient des fondations assez fortes ou des traditions assez fortes et ont gardé cet aspect-là. Et je crois qu'il marche mieux au niveau des écoles constituant ParisTech, notamment Mines ParisTech, les ponts, Télécom. Il faut même savoir que dans ParisTech, il y a aussi Polytechnique et HEC, qui ne portent pas le nom ParisTech, mais qui sont dans la mouvance ParisTech. Donc là, il n'y a pas eu... D'abord, ce n'était pas une fusion, c'était un regroupement, c'était une espèce disons, un moyen commun. Là, chacun est resté de son côté. Au niveau de PSL, on n'est pas encore dans cette phase d'intégration, mais les différentes entités de PSL qui ont des fondations importantes les gardent. C'est le cas de Mines ParisTech, c'est le cas de Dauphine, c'est le cas d'autres, etc. Moi, je pense que quand l'école d'origine a une valeur forte, il faut la garder. Ça peut être un petit peu différent au niveau de l'approche entreprise. Voilà ce que je peux dire pour vous répondre. Bien, Yael, merci pour la Je pense que ce je remercie serait tous un thème nos 3 intervenants. De faire stratégie de marque et enseignement supérieur. On pourra avancer sur cette thématique-là lors d'une prochaine conférence. Merci à nos intervenants de cette table ronde.